Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire public présenté par Pascal Charpentier, gestionnaire de portefeuille. Aujourd'hui, Pascal nous propose un tour d'horizon du marché boursier secteur par secteur afin de répondre à une question qui est fréquemment posée. Est-ce un bon moment pour investir en bourse? Au cours de la présentation, en tout temps, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la zone de clavardage et Pascal prendra le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Sur ce, je laisse la parole à Pascal. Bon webinaire. Parfait. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, ça va me faire plaisir de faire l'exercice avec vous. En fait, vous allez voir un peu aujourd'hui, à la différence des textes ou des bandes dessinées que je vous envoie, des communications qu'on a, vous allez voir un petit peu plus le genre de travail que je fais à suivre les entreprises en bourse. Donc, la prémisse de cette présentation-là, c'est comme j'ai pris un échantillonnage d'études d'état de résultats que j'ai fait au mois d'août parce que les compagnies ont sorti la plupart leur trimestre en fin juillet, début août. Donc, c'est un bel échantillonnage. Puis j'ai toujours trouvé que dans mon travail, c'était comme une belle période de l'année, peut-être la période la plus intéressante avec les résultats annuels qui sortent en février-mars, pour avoir vraiment le pouls de ce qui se passe dans les entreprises. Donc, c'est la plupart des informations qui vous ont véhiculées souvent dans les médias au niveau de la finance, c'est plus des données macroéconomiques. Alors là, c'est par moi ce que je vais faire. L'œil avec lequel je vais regarder, c'est les états financiers. Donc, l'année 2022, pardon. Donc, on a eu un marché boursier après tout le monde le sait un peu, après la période d'impression monétaire, ça a créé une bulle immobilière puis une bulle boursière énorme. Mais là, ce que ça a produit, ça a créé une inflation majeure. Et cette inflation majeure-là, bien là, on a la Banque fédérale américaine, principalement la Banque fédérale américaine puis la Banque canadienne, plus que les autres banques comme européennes, japonaises, ont décidé de s'attaquer à l'inflation. Et qui dit s'attaquer à l'inflation, c'est monter les taux d'intérêt. Mais comme je l'avais déjà expliqué dans un autre document écrit que j'ai envoyé, selon nous, c'est la Fed est un peu à la remorque du marché obligataire parce que les taux dans le marché obligataire sont plus importants que le marché des taux gouvernementaux. Alors, un portrait du marché. Alors, si vous voyez ici, on va regarder des secteurs. Je n'aurai pas la chance de regarder tous les secteurs. Je vais faire un survol de plusieurs des secteurs. Puis dans tous les secteurs que vous avez là, il y a plusieurs entreprises qu'on a possédées dans nos portefeuilles. Fait que ça va être intéressant de voir si, en effet, la situation économique dans ces entreprises-là va au niveau tout le monde semble dire qu'on n'est pas en récession puis que tout va bien. On va regarder chacune de ces entreprises-là. Alors, j'ai commencé par le secteur le plus intéressant, à mon point de vue, le plus fort, qui se trouve être le secteur pétrolier. Ça a été de loin le secteur le plus prospère cette année. C'est un secteur qui normalement, on l'a vu dans les années 70, qui réussit à sortir son épingle du jeu en période inflationniste. Donc, c'est vraiment la denrée qui s'est appréciée le plus. Les titres, on va regarder avec les résultats que je vais vous montrer dans le prochain écran, savoir si est-ce que les titres dans ce secteur-là sont chers par rapport aux profits qu'elles font. Puis, on va regarder aussi l'uranium un peu plus loin. Puis, l'aspect peut-être un petit peu négatif sur le secteur pétrolier, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement volatile. Alors que le pétrole est à un record, quand il y a eu la correction au mois de mai-juin, début juillet, mais on a vu que même ce secteur-là, alors qu'il battait des records financiers, s'est déprécié fortement. Alors, souvent, ce que je vais faire pour regarder tous les secteurs qu'on regarde, je vais prendre une des compagnies. Les compagnies que je vais utiliser, ce n'est pas nécessairement tous des compagnies dans lesquelles je voudrais être investi, mais je veux avoir comme le pouls du secteur. Comme la compagnie que je vais vous montrer au niveau du pétrole, c'est Suncor. Je pense vraiment que c'est une excellente entreprise pour éventuellement s'investir dans cette compagnie-là. Alors, la compagnie Suncor, excusez la faute de frappe ici, il y a une erreur sur Suncor, il n'y a pas de E ici, donc la compagnie Suncor, c'est UNCOR, mais ce n'est pas le but de la présentation de faire la présentation de la manière d'écrire la compagnie. Si vous regardez ici, c'est l'état des résultats de la compagnie Suncor. Ce qu'on peut voir, c'est que ce que je voulais faire comme exercice là, dans toutes les compagnies que je vais étudier avec vous, c'est que je vais regarder
le dernier résultat de l'entreprise par rapport au même résultat l'année dernière. Puis pourquoi je fais ça? C'est que souvent, chaque entreprise a des cycles différents dans sa production annuelle. Fait que le fait de regarder le dernier trimestre puis de le comparer à l'année dernière, bien, ça me donne une bonne idée. Puis l'exercice que je veux faire, je veux savoir, tu sais, on est dans un laboratoire vraiment intéressant au niveau des états des résultats parce que la dernière fois où j'ai eu un moment où je pouvais vraiment voir comment les compagnies se comportaient au niveau de ces résultats, c'était pendant la crise de 2008-2009. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir quelle compagnie réussissait à tirer son épingle du jeu alors qu'on était dans une crise majeure. Au niveau d'ici, c'est complètement différent. C'est comme on vient d'avoir une inflation majeure. L'inflation tourne autour de 10 %. Alors, c'est de voir est-ce que les entreprises, comment l'entreprise s'en est sortie avec l'inflation? Est-ce qu'elle a tiré son épingle du jeu? Est-ce qu'elle en souffre? C'est ça qu'on va regarder dans tous les chiffres que je vais vous montrer. Alors, la compagnie pétrolière Suncor qui est ici, on voit en effet, étant donné que le baril du pétrole a explosé, on voit que le chiffre d'affaires a carrément explosé. On voit que ça a explosé. On est passé de 9 milliards à 16 milliards. Puis on voit ici que les bénéfices de l'entreprise ont multiplié pratiquement par 5 fois. L'entreprise en bourse n'a pas multiplié par 5 fois. Ce que ça fait, c'est qu'avec un baril, ce qu'on doit retenir, c'est qu'avec un baril à 100 $ puis une entreprise qui se transige autour de 40 $, on a un titre qui se transige autour de 4 fois les bénéfices. C'est vraiment une aubaine. La seule chose que je me dis, c'est que lorsque le marché, comme on le voit, quand il commence à corriger, ça ne veut pas dire que le titre ne peut pas reculer dans une situation difficile pour les marchés financiers. Mais ceci étant dit, le record de toutes les entreprises qu'on va regarder, c'est elle qui a la palme avec une multiplication pratiquement de 5 fois ses bénéfices. C'est le genre de quelque chose qu'on voit vraiment rarement. Au niveau de l'énergie aussi, il se passe un phénomène assez incroyable au niveau de l'uranium, c'est que vous êtes au courant que les coûts énergétiques au niveau de l'électricité en Europe ont multiplié en 10 et 12 fois dans certains pays, principalement l'Allemagne, l'Angleterre. Et puis, tout vient du fait que le prix du gaz accessible pour produire cette énergie-là est non accessible ou vraiment très, très cher. Alors, plusieurs pays, dont la France, puis éventuellement l'Allemagne, puis le Japon, comme je montre dans la diapositive ici, parlent de repartir, parlent pas, mais planifient de repartir leur centrale nucléaire pour pouvoir pallier au manque énergétique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'uranium, au moment où je vous parle, se transige sous le prix où le prix de l'uranium était en 2007, avant qu'il y ait les événements de tsunami au Japon. Alors, l'uranium, le prix de l'uranium est en bas du prix possible de production en Amérique du Nord. Puis 50 % de l'uranium est fabriqué, pas fabriqué, mais extrait du Kazakhstan, qui est un pays satellite de l'ancienne Union soviétique. Donc, encore lié, il y a quand même une alliance avec la Russie. Alors, je pense que pour des pays comme la France ou les pays européens, ça va être peut-être difficile de pouvoir se procurer l'uranium du Kazakhstan. Donc, ça veut dire qu'on va devoir revenir vers ici, plus au Canada. Puis à partir de ce moment-là, je veux dire, le prix de l'uranium, comme il n'est pas assez élevé, mais on pense, moi, que les prix de l'uranium, quand toutes ces compagnies de centrales qui sont des centrales étatiques, ça veut dire que ça appartient au gouvernement, vont vouloir tous en même temps racheter de l'uranium, mais il va en manquer. Puis on risque d'assister à quelque chose de probablement très spectaculaire au niveau de l'uranium. Secteur des matières premières. Donc, c'est sûr que là, on peut mettre l'uranium dans le secteur des matières premières autant que dans le secteur énergétique. On a un beau laboratoire dans les années 70 pour vérifier qu'est-ce qui a performé dans les années 70. Mais ce qui a performé pendant une autre période d'inflation dans les années 70, c'était les matières premières, principalement le pétrole. Puis l'autre, les deux matières qui ont le mieux performé tout au cours des années 70 fut l'or et l'argent. C'est certain que l'or s'est plus apprécié au cours des années 2000, puis même s'est rattrapé au cours des années 2010, mais l'argent a vraiment fait du surplace. À l'heure actuelle, l'argent se transige à 40 % du prix d'où était le métal en 2011. Donc, c'est comme un métal qui est vraiment sous-évalué, alors que ce qui est ironique, c'est que les quantités de métal inventoriés sur la planète n'ont jamais été aussi bas. Donc, on risque d'arriver à un point d'inflexion où carrément, il n'y aura plus assez de métal pour les besoins soit des investisseurs qui veulent se protéger au niveau monétaire ou même pour ceux qui ont besoin de l'argent pour faire leurs connecteurs électriques dans les panneaux solaires ou dans les voitures.
Nous, on pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait un squeeze dans l'argent. Puisque dans le dernier article que je vous avais envoyé, on voyait la quantité d'argent qui était détenue sur le COMEX, ça veut dire la bourse des contrats. Puis eux doivent garder des inventaires de métaux, d'or et d'argent. Et on avait vu que l'année dernière, les inventaires de métal argent sur le COMEX étaient à 150 millions d'onces d'argent. Puis dernièrement, on approchait du 40 millions. Donc, les quantités font des vue d'œil. Juste pour vous remettre, c'est que dans les contrats à terme, normalement, quand quelqu'un achète un contrat, vend un contrat, il n'y a pas nécessairement d'échange de métal. Mais là, on est dans une situation où, comme le métal argent se transige beaucoup plus cher dans la rue que sur la bourse, beaucoup d'investisseurs brisent la discipline de ne pas demander livraison de métal, demandent livraison de métal et le métal est revendu sur le marché. Ça veut dire que les inventaires se vident. Et ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'éventuellement, il n'y aura plus d'inventaire. Et là, le métal va devoir se retransiger, peut-être un peu comme l'uranium, qui n'a pas de marché de contrat. Ça va se transiger selon les acheteurs-vendeurs dans la rue. Et là, comme la plupart des positions que j'ai, moi, au niveau de l'argent, ça se trouve être dans le métal avec la compagnie Sprott. Bien, Sprott, pour l'instant, se transige au prix boursier, mais je pense qu'éventuellement, il va se transiger plutôt au prix métal qui est dans la rue. Donc, juste cet ajustement-là pour amener la pression considérable. L'autre phénomène dans les matières premières, on va le regarder aussi, c'est la demande très forte pour l'agriculture, le fait qu'il y a un embargo aussi sur la Russie, puis le fait qu'on n'a pas accessibilité non plus à l'Ukraine fait en sorte que les fabrications d'engrais sont limitées, donc les prix ont explosé. On va regarder tantôt les résultats à ce niveau-là. Puis d'autres choses qui pourraient venir aussi au niveau des métaux éventuellement. Je pense que l'or et l'argent vont s'apprécier dans une crise financière majeure comme on a en ce moment, mais d'autres matériaux pourraient éventuellement prendre le relais. La seule chose qui me questionne, admettons, au niveau du cuivre ou d'autres métaux stratégiques, parce que c'est certain que le cuivre, il y a une possibilité, il y a une sous-production de cuivre à l'heure actuelle, mais comme le cuivre est lié à la construction, je ne suis pas sûr je pense qu'avec le ralentissement immobilier qu'on a à l'heure actuelle, je pense que le cuivre ne suivra pas les autres, suivra pas à court terme le prix de l'or et le prix de l'argent. Alors, nous voici dans les résultats. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est que on a les résultats le dernier trimestre de 2022 pour Barrick Gold, les résultats du trimestre comparable à l'été 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'or a baissé de 200 $ au cours de ces trimestres-là. Donc, il y avait le prix de l'or était 200 $ plus élevé en 2021 qu'en 2022. Mais lorsqu'on regarde les résultats, on voit que ça a eu très peu d'impact. C'est que je pense que la profitabilité des compagnies aurifères s'en tire très bien, même avec un prix d'or actuel. Fait que ça montre que quand le prix de l'or va s'apprécier, toutes ces compagnies-là dans ce secteur-là vont vraiment connaître une explosion de valeur importante. Puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que par rapport au sommet où on était quand la guerre a éclaté en fin février, début mars, à maintenant, l'indice des compagnies aurifères a pratiquement baissé de 50 % tandis que le prix de l'or a peut-être baissé de 9-10 %. Donc, tu vois que les titres d'or subissent un contre-coup beaucoup plus fort que le métal direct. OK, une autre compagnie dans les ressources, la compagnie Nutrien, la compagnie de Saskatchewan qui fabrique les engrais. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que le contexte actuel a permis à la compagnie de tripler ses bénéfices. Mais la chose qu'on doit retenir, c'est que la compagnie n'a pas comment je peux dire, le prix de l'action en bourse n'a pas triplé, lui. Donc, c'est certain que comme pour Suncor ou pour cette compagnie-là, je pense que dans un avenir proche, c'est des compagnies vraiment à cibler. Il y a sous-investissement dans l'exploitation de ces matières premières-là. Dans le pétrole, je n'en ai pas parlé, mais le monde va dire « Ouais, mais Pascal, le prix du pétrole a rebaissé. » J'ai dit la plupart des gens ignorent qu'une des raisons pourquoi le prix du pétrole a rebaissé, c'est que Joe Biden a décidé de reprendre les réserves. Le gouvernement américain au Texas et à la frontière de la Louisiane garde pour 720 millions de réserves de pétrole en cas de force majeure. Alors, ils ont jugé que l'inflation actuelle était une question de force majeure, donc ils ont décidé de réutiliser ces réserves-là qui sortent au niveau de 1,4 million de barils par jour. Mais là, comme ça fait déjà plusieurs mois, quand cette réserve-là va être terminée, fort probablement qu'on va revenir à un niveau d'offre et de demande régulier entre les acheteurs et les vendeurs, puis fort probablement qu'il y ait une possibilité que le pétrole se réemballe dans le contexte inflationniste qu'on a. En ce qui concerne Nutrien, c'est certain que la guerre avec l'Ukraine, le fait qu'il y ait l'embargo sur la Russie fait en sorte que
si la guerre arrête, bien, probablement, puis qu'on a accès à toute la production russe, bien, peut-être que les prix des engrais pourraient rebaisser, mais ça, je me dis, il n'y a rien de moins certain. Puis le marché anticipe ça, ça veut dire que le prix de l'action est quand même, s'est apprécié de 40-50 depuis l'année dernière, alors que les profits ont triplé. Donc, dans une période de correction, c'est le genre de titre que je ciblerais, Nutrien et Suncor. Puis on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment les profits exploser. C'est quand même, c'est énorme. Puis ce que je pense que le marché anticipe, on voit déjà, ils disent, bien, ça va sûrement rebaisser, la tendance est à la baisse. Et si jamais la tendance n'est pas à la baisse, puis il y a un phénomène, c'est que les engrais ont tellement augmenté. Beaucoup d'Américains, d'agriculteurs américains ont décidé d'essayer de semer sans utiliser trop d'engrais. Je pense que ça va pour une saison, mais ça ne pourra pas marcher pour plusieurs saisons. Fait que la pression à la demande pour les engrais risque de rester très, très forte au cours des prochaines années. L'autre domaine, l'industrie de la construction. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis les pour, j'en vois aucun. Je pense qu'aux États-Unis, c'est clair qu'il y a un ralentissement immobilier majeur qui est dû à la hausse des taux d'intérêt spectaculaires qu'on a. Quelqu'un pouvait financer une hypothèque 5 ans l'année dernière à un taux en bas de 2 À l'heure actuelle, on tourne autour de 5,25, 5,5 aux États-Unis. Donc, c'est sûr que la situation, comme beaucoup de gens ont pris des taux variables, bien, les gens se retrouvent dans une situation où ils sont coincés avec leurs gros achats qu'ils ont faits, puis les prix avaient tellement monté, puis les gens avaient contracté énormément de dettes. Ce que ça a comme impact pour les compagnies de la construction, bien, ça veut dire que si l'immobilier freine, la demande pour des nouvelles constructions va être difficile. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de compagnies avaient commencé à liquider à perte des projets immobiliers qui étaient en fin de construction, à essayer de liquider puis de limiter les pertes puis de baisser leur taux d'endettement. Donc, on pense que la situation elle serait certainement très différente de 2008-2009, mais au niveau de l'immobilier, comme on est dans une bulle, on pense qu'il y aurait beaucoup de parallèles à faire avec 2008-2009. Alors, ça va être comme un domino. Ça veut dire le premier, c'est certain que ça ne sera pas facile pour le secteur financier, mais je pense que le secteur de la construction, à mon avis, c'est un secteur complètement à éviter. Donc, je n'ai même pas pris la peine d'étudier les compagnies comme de vous présenter certains états financiers parce que je me dis la situation est sans équivoque pour moi. Transport, même secteur industrie, mais c'est de loin, à part le secteur pétrolier puis peut-être certaines matières premières, dans le secteur des services, c'est de loin le secteur qui s'en sort le mieux. C'est comme si ce secteur-là, quand le pétrole a augmenté au début des années 2000, on dirait que toute sa manière de charger, ils se sont ajustés au niveau de l'inflation au prix du pétrole. Donc, comme on va le voir dans les résultats, on va voir qu'eux ont vraiment réussi à charger à leurs clients la surcharge. Puis, je pense qu'au niveau des coûts, c'est le seul secteur que j'ai vu qui ont été capables de charger plus que qu'est-ce qu'ils ont payé. Puis finalement, la surcharge de pétrole s'est transformée en bénéfice supérieur pour les compagnies. Donc, je vous présente deux compagnies à ce niveau-là. Il se trouve avoir la compagnie Transforce, une compagnie qu'on a eue au portefeuille. Comme on peut voir, la hausse du chiffre d'affaires a monté de 32 puis les charges liées à l'entreprise ont juste monté de 28,7 Ce que ça veut dire, c'est le seul secteur que j'ai vu que le chiffre d'affaires monte plus que les charges. Alors, ça s'est transformé en plus de bénéfices. Vous allez dire, ben oui, mais là, Pascal, les bénéfices sont moins élevés. Là, je vous ai donné cet exemple-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une charge exceptionnelle l'année dernière dans l'entreprise un gain, exceptionnel, qui fait que le bénéfice de l'entreprise était comme surévalué de 2 $. Donc, ce que vous devez retenir, il faut enlever 2 $ ici pour voir les profits d'opération. Donc, les profits de Transforce se sont appréciés de 26 C'est quand même assez incroyable. Ce que je pense sur ce secteur-là, tout le monde a entendu parler des containers qui partaient de Chine et qui coûtaient 5 fois plus cher. On voit que la situation au niveau du transport a été engorgée, a comme favorisé la négociation de ces entreprises-là face aux augmentations. Est-ce que dans une période de récession comme on a en ce moment, ils vont être capables de maintenir garder le gros bout du bâton? C'est ça que je ne sais pas. Historiquement, dans ma carrière, les compagnies de transport ont toujours souffert. Ils ont souffert d'une période de ralentissement économique. Donc, ça va être à surveiller, mais je dirais que c'est des entreprises qui s'en sortent bien. C'est encore plus spectaculaire sur la compagnie américaine C.H. Robinson.
on voit carrément les profits qui ont monté de 50 %. C'est assez incroyable. Donc, c'est des bonnes entreprises, mais est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir garder les marges qu'elles ont actuellement puis le niveau d'affaires qu'elles ont dans un ralentissement économique? Ce serait des entreprises à surveiller, mais sans être investies. Domaine de la consommation discrétionnaire, secteur automobile dans lequel on a déjà été investi, secteur des voyages qu'on est investi par l'entremise, soit des parcs d'amusement, du secteur aérien, loisirs, restauration. Donc, on va en regarder quelques-uns. Les pour, c'est certain que si on est en ralentissement économique, comme je le vois, ce n'est pas nécessairement les endroits les plus faciles à investir et les plus défensifs. C'est pas, si je sais qu'on rentre en récession, ce n'est pas dans ça que j'investis normalement. C'est des secteurs qui sont non résilients, comme je dis, en cas de récession. Normalement, quand arrive la récession, les profits sont en chute libre. L'automobile a un problème supplémentaire, en plus de certainement voir sa demande baisser. Il y a un problème d'approvisionnement qui n'est pas complètement réglé, qui fait que la chaîne de production est complètement ralentie. Donc, problème de demande, problème aussi de fourniture de pièces. Alors, comme on va voir comment ça s'est traduit dans les chiffres qui sont sortis cet été pour notre compagnie d'automobile GM, bien là, ce qu'on voit, grosso modo, on voit que le chiffre d'affaires a légèrement monté, mais quand on regarde par rapport aux charges, au niveau des bénéfices nets, on voit que l'entreprise, son bénéfice net est passé d'1,90 $ à 1,14 $ pour une baisse de 40 % des bénéfices, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire que le dernier trimestre, quand je regarde GM me montre que cette entreprise-là a connu un déclin important au niveau de sa rentabilité. Est-ce que j'investirais dans GM avec le contexte qui est là? La réponse, c'est non. Même au prix actuel de l'entreprise qui a quand même reculé considérablement. Toujours dans je dirais, dans la discrétionnaire. Ici, je suis dans une compagnie de restauration. Donc, avec Olivier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les compagnies de restauration rapide, McDonald's, Wendy's. Là, on a mis Wendy's parce qu'il y avait dans les états des résultats de McDonald's, il y avait des charges exceptionnelles qui compliquaient un peu l'état des résultats. C'était plus facile pour nous de vous montrer Wendy's. Donc, on peut voir en effet que la compagnie a réussi à charger plus pour pouvoir, le chiffre d'affaires est monté de 9 % au cours du trimestre de 2022 par rapport au trimestre de 2021, mais les charges ont monté de 12. C'est vraiment intéressant de regarder ça. Donc, vous avez une entreprise que le chiffre d'affaires monte de 9 %, mais dont les charges d'exploitation montent de 12. On va dire 9, 12, ce n'est pas énorme, mais comment ça se traduit? Ça se traduit par une baisse de pratiquement 25 % du bénéfice. C'est juste une petite différence de 3 % entre l'entrée et la sortie se transfère en 25 % de moins de rendement. Donc, on voit que c'est des entreprises qui ne sont pas capables à l'heure actuelle de charger plus à leurs consommateurs. Puis ce que vous allez voir dans tout ce que je vais vous montrer, quand ta business ou ton entreprise dépend des résultats du consommateur, tu es mal pris. Tandis que si on regarde dans le transport des deux compagnies qu'on a, ils font affaire avec des entreprises. Donc, ce n'est pas la même chose que Wendy's qui fait affaire avec du public ou comme on va voir tantôt, que ce soit avec les compagnies d'épicerie, c'est vraiment frappant à ce niveau-là. On arrive le cœur pour moi de la présentation. Quand j'ai pensé à faire ce webinaire-là, je partais avec une prémisse, puis la prémisse, c'était que, OK, dans l'alimentation, on a eu une inflation qui a varié entre, si on regarde le Canada, 10 % puis les États-Unis, 13 %. C'était en Amérique du Nord, parce que j'étudie des compagnies canadiennes, des compagnies américaines. J'étais dans un environnement inflationniste qui tournait entre 10 et 13 %. Donc, j'ai émis l'hypothèse, je me suis dit, si les gens vont à l'épicerie et achètent la même quantité de choses qu'ils achetaient l'été dernier, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que le chiffre devrait montrer entre 10 et 13 %. Alors, ce qu'on va regarder, on va regarder les résultats à ce niveau-là, à savoir si, je vais regarder la ligne d'en haut. Est-ce que les compagnies ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires pour suivre l'inflation? Et ce qui va vous frapper, c'est que la plupart des entreprises, pas la plupart, toutes les entreprises ont été capables de suivre l'inflation. On va aller justement regarder les résultats. Et pourquoi j'aime ça, c'est que c'est mon pain, mon beurre, ces entreprises-là, depuis que je suis gestionnaire en portefeuille, c'est que j'aime, surtout depuis la crise de 2008, ils avaient montré leur résilience parce que je me dis, tout le monde doit aller acheter à l'épicerie, tout le monde doit se nourrir. Puis à partir de ce moment-là, peu importe le cycle économique, normalement, c'est résilient.
Puis là, je voulais voir si dans la situation inflationniste qu'on avait actuellement, si la résilience qu'on avait eue dans l'autre crise avait tenu le coup. Alors, compagnie que j'ai détenue longtemps, la compagnie d'alimentation Métro, non. On repart sur l'idée que je me dis que la compagnie avait fait 5,7 milliards de chiffre d'affaires dans le trimestre qui était venu à l'été de l'année dernière. Alors, j'ai mis l'hypothèse, je me dis, si la compagnie avait réussi à suivre l'inflation alimentaire, normalement, on aurait dû monter de 10 %. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que le chiffre d'affaires de Métro a monté juste de 2,5 %. Ce que j'ai lu dans Value Line, c'est que la plupart des gens en Amérique du Nord ont réajusté la manière de consommer à l'épicerie. Donc, il y a des choses qu'ils achetaient qui ont remplacé par d'autres choses. Les gens ont changé des marques connues vers des marques maison. Ce qu'on voit, moi, ce que les résultats me disent des compagnies d'épicerie, c'est que les gens ne sont pas capables de suivre l'inflation. Le consommateur moyen a de la difficulté à suivre l'inflation. Son budget est limité. Ça veut dire qu'on est au début d'un phénomène. On est au début d'un phénomène, puis déjà, on sent de l'essoufflement au niveau des consommateurs. L'Obla, même chose. Est-ce que l'Obla a été capable d'augmenter son chiffre d'affaires de 10 % au cours du dernier trimestre par rapport à celui de l'année dernière? La réponse, c'est non. C'est légèrement mieux que Métro qui est à 2,5. On est à 2,8. On est loin du 10 %. Dans le cas, on voit au niveau des bénéfices, les charges aussi qui augmentent. Si je regarde les charges augmentent pas nécessairement plus que le coût des ventes, ça se traduit que fait que finalement, les bénéfices restent à peu près stables. Mais moi, c'était plus, quand j'ai étudié ces entreprises-là, c'est de dire, est-ce que le monde est capable de suivre la cadence? Et ce que ça m'indique, c'est que non, les gens ne sont pas capables. Tu sais, quand on regarde la croissance économique, ce qui fait que la croissance économique en Amérique du Nord, pas au Canada, mais aux États-Unis a reculé, c'est qu'ils prennent en compte l'inflation, ils regardent la croissance, puis ils se disent, bien, la croissance économique était plus faible que l'inflation. Ça veut dire qu'on est en décroissance économique. Donc, si je prends ces compagnies d'alimentation-là, si je prends l'inflation alimentaire de 10 % puis je dis que ça a augmenté juste de 2,5 %, ça veut dire qu'au bas mot, les compagnies alimentaires ont reculé au niveau des unités vendues traditionnelles de 7 %. Ils ont pallié pour acheter autre chose, mais ça veut dire que les gens, définitivement, ce que ça montre l'essoufflement au niveau du consommateur. Ma compagnie phare, Canadian Tire, un peu différent. Ce qu'on voit dans Canadian Tire, parce que les autres entreprises avaient réussi à maintenir le même niveau de rentabilité, Canadian Tire a réussi à repasser la facture inflationniste. Donc, on voit la hausse de 10 % du chiffre d'affaires de Canadian Tire. Ce qu'on voit, par contre, c'est que ce que Canadian Tire a payé pour vendre a augmenté au lieu d'augmenter de 9,9, eux, ce qu'ils ont acheté comme chose qu'ils vendaient, a monté de 12,4. On va regarder, passer de 10 à 12,4, c'est juste 2,4 % de différence, mais ça se traduit dans une baisse des bénéfices par action de 35 %. C'est quand même pas... On voit que les marges sont très importantes. Ça veut dire qu'une entreprise qui n'est pas capable de complètement refiler la facture des hausses des coûts, ça se traduit par une baisse des bénéfices. Donc, moi, je suis Canadian Tire depuis longtemps. C'est la première fois que je vois un recul qui me frappe autant que ça, alors que le contexte économique était soi-disant encore bon. Un autre secteur qui m'a énormément surpris, un investissement qu'on avait dans l'alcool, Corby Distillery, une compagnie d'alcool fort du Canada, qui fabrique entre autres le gin Angava qui est très bon. La compagnie, ce que je pensais, c'est que la compagnie, elle allait suivre. J'étais sûr que les compagnies d'alcool n'auraient pas de problème à suivre l'inflation. Alors là, j'ai eu un choc parce que si vous regardez l'inflation, alors que là, j'ai vu les volumes d'affaires de Corby n'ont baissé que d'1 seul %. Mais on voit que la compagnie a été tout simplement incapable d'augmenter ses prix. Alors, j'ai mis l'hypothèse, ça veut dire que ces compagnies-là, on n'a pas l'expression anglaise, on n'a pas de pricing power. Ça veut dire que s'ils augmentent le prix, les gens vont aller ailleurs. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont hyper solides en période, même s'il y a une récession, le monde va continuer de boire de l'alcool, peut-être même plus, mais l'entreprise, à ce moment-ci, n'a pas été capable d'augmenter ses prix. Par contre, si on regarde ses charges, elles, ont augmenté
ils ont augmenté de plus que 10 à peu près, non, les charges ont augmenté de 6 Ça veut dire que pas capable d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais tu as une charge de plus. Toi, ce que tu payes a coûté 6 de plus, mais c'est traduit dans une baisse des bénéfices de pratiquement 24 pour Corby. Donc, au lieu de faire 1,7 $ de bénéfices, l'entreprise a sorti 82 sous. Est-ce que c'est circonstanciel? Peut-être, mais à l'heure actuelle, la compagnie me montre qu'elle n'a pas montré qu'elle était capable de suivre au niveau de l'inflation, alors que dans ma tête, à moi, c'est un titre qui était hyper défensif. Tout ça s'explique par ce graphique-là. Ça veut dire qu'ici, c'est la chute historique des revenus disponibles réels. Ça veut dire que pour la première fois depuis 50 ans, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des matières énergétiques a fait en sorte que le Nord-Américain moyen a vu sa capacité de dépenser chuter dramatiquement. Puis là, ces données-là datent de cet été, mais si la situation au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'économie qui ralentit, ça veut dire que là, théoriquement, on n'est même pas encore en récession, puis la capacité des gens de dépenser diminue. Fait que les résultats que j'ai vus dans les métros, dans les Walmart, dans les Target, dans les Loblaws, tout ça, qui n'ont pas été capables de suivre l'inflation, mais fait en sorte que c'est tout simplement que les gens n'ont pas les moyens. J'aurais aimé mettre Costco dans les chiffres, mais Costco, au lieu de sortir ses résultats le 30 juin, les sort au 31 août, donc je n'avais pas accès. Mais je pense que Costco peut-être s'en sort mieux, mais au niveau des ventes, ça semblait encore bon pour Costco, mais au niveau des bénéfices nets, je n'ai pas eu accès aux résultats qui vont sortir le 22 prochain. Santé. J'ai déjà été investi beaucoup dans des compagnies pharmaceutiques. Ce que je dirais le plus, c'est quand on regarde les compagnies pharmaceutiques, c'est qu'avec la situation sanitaire, ils ont fait des affaires d'or. Mais là, ça se complique parce que les compagnies commencent à se poursuivre entre elles pour des vols de brevets. Il y a beaucoup de contestations au niveau de ce qui a été fait. Donc, j'ai zéro confiance que ces entreprises-là vont être capables de garder leur rentabilité. Puis, je me dis, au niveau de ce qui pourrait tout arriver, c'est des compagnies qui sont vraiment vulnérables à ce qui peut arriver au niveau légal. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me dis, c'est un secteur que j'éviterais à 100 %. Il n'y a aucun intérêt pour investir dans ce secteur-là. Assurance et banque. Donc, c'est certain que mon gros investissement que j'ai eu au niveau de la finance, c'était l'action de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, une action que j'avais achetée au moment où elle se transigeait autour de 10 fois les bénéfices. C'est mon baromètre, on va le voir tantôt. Ce qu'on doit retenir pour le secteur financier au niveau des assurances des banques, c'est que la hausse des taux d'intérêt, elle peut favoriser la profitabilité des banques, mais à long terme. Puis là, le problème qu'on a, c'est que la hausse des taux est tellement violente à l'heure actuelle que c'est ni pour les compagnies d'assurance, ni pour les banques, c'est bon au niveau des résultats parce que les banques, le modèle d'affaires d'une banque, c'est qu'elle prête à long terme puis elle emprunte à court terme. Donc, si elle a prêté à un taux qui est bas, puis elle emprunte à un taux qui est élevé, mais ça veut dire que ses marges sont énormément amoindries. Puis le secteur bancaire, comme on l'a vu en 2008-2009, le secteur bancaire, il peut être très affecté par une crise immobilière. Puis en ce qui concerne le domaine de l'assurance, on va le voir avec les résultats de Berkshire Hathaway, c'est que les compagnies d'assurance, ils investissent dans des portefeuilles d'obligations et d'actions. Depuis que je fais ce métier-là, c'est la première fois que je vois en même temps et les portefeuilles d'actions et les portefeuilles d'obligations s'effondrer. Parce que la hausse des taux d'intérêt a affecté le marché des actions, mais autant affecté le marché obligataire. Quelqu'un qui avait un portefeuille d'obligations à long terme, a vraiment vécu une période excessivement difficile depuis Noël. On va regarder où je vais en venir avec Berkshire Hathaway. Alors, voici le résultat de la compagnie de Warren Buffett. Excellente compagnie. La seule chose qui me titille, c'est que, si je veux juste aller un petit peu plus loin, je veux juste vous montrer quelque chose. La ligne jaune que vous voyez là, c'est les profits par action moyens que la compagnie a fait au cours des 10 dernières années. Alors, je trace une ligne, grosso modo, l'entreprise fait à peu près autour de 10 $ de bénéfices par action. Si je retourne aux états des résultats, ce qui est frappant dans les chiffres qu'on voit là, c'est que le portefeuille, la perte de Warren Buffett sur son portefeuille d'actions au cours du dernier trimestre a été de 67 milliards. Puis ça s'est traduit par une perte de 20 $ par action dans son portefeuille. Vous vous rappelez que le bénéfice moyen d'une année, c'est 10 $. Puis là, vous venez de perdre 20 $ par action avec votre portefeuille.
la plupart des gens n'accordent pas trop d'importance à ça parce que c'est un portefeuille d'actions. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu sais, si à un moment donné, Warren Buffett connaît un mauvais trimestre, puis il perd en effet 20 $ par action sur son portefeuille, ça n'inquiète pas trop le monde parce qu'il se dit, ben, le trimestre d'après, ça va remonter, puis la perte, elle va s'annuler. Mais qu'est-ce que ça ferait si toutes ces compagnies d'assurance-là faisaient des pertes, puis ça ne remontait pas rapidement? Ce que je pense qui peut arriver. Ça veut dire que ça reste longtemps à terre. Mais je veux dire, la perte, elle va être là. Là. Tu as beau, avant un seul trimestre de perte, tu viens d'annuler 2 années de bénéfices. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans un marché où la bourse risque de corriger encore, parce qu'on rentre dans une période où, d'après moi, les résultats financiers vont être encore moins bons que ceux qu'on a eus cet été quand ça va sortir à l'automne. Moi, je m'attends à une seconde vague de correction majeure, comme la journée d'hier a quand même donné des bonnes indications. C'est qu'au fur et à mesure que les gens vont plus réaliser ce qui se passe réellement dans l'économie, pas juste ce qui est raconté, mais vraiment regarder les résultats tels qu'on le fait en ce moment, je pense que les gens vont commencer à vouloir sortir du marché boursier pour avoir une autre correction. Donc, potentiellement, peut-être que lui, au lieu de finir à moins 20 $ ici, peut-être ça pourrait être à moins 40. C'est loin d'être le temps d'investir dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Ce n'est pas que j'aime pas ces compagnies-là, mais de un, l'entreprise, si la compagnie fait 10 $ de bénéfices, puis l'entreprise transige à 270 $ ou 260, on n'est plus à 10 fois les bénéfices, on est autour de 26-27 fois les bénéfices. Donc, de loin, il y a place à attendre pour ces entreprises-là avant d'investir. Les titres de technologie. Alors, je veux en parler parce que depuis, je dirais, depuis la crise de 2008, mais surtout depuis 2015-2016, toutes les grosses compagnies incontournables, c'est elles qui ont été la locomotive de la bourse. Donc, c'est des compagnies, le pour de ces compagnies-là, c'est que c'est des compagnies incontournables qui ont des avantages concurrentiels forts parce que souvent, ils sont seuls dans leur domaine. C'est sûr que c'est des compagnies, si la valorisation devient intéressante, qui peut être des bons investissements, comme j'avais parlé dans mon dernier texte la semaine dernière. Moi, j'ai investi massivement dans Microsoft ou d'autres compagnies de ce genre-là autour des années 2000-2010, mais ils se transigeaient à 9-10 fois les bénéfices. Si je prends l'exemple de Microsoft, malgré que le titre a corrigé de 25-30 %, il est même un bon 30 %, il est encore à 30 fois les bénéfices. Est-ce que j'achèterais un Microsoft en ce moment? Pas du tout. Donc, les comptes, c'est que je pense que c'est les grandes entreprises, Microsoft, Apple, Google, Facebook, ont été poussées par un élan d'investissement indiciel qui, là, commence à s'essouffler. Plusieurs de ces grosses compagnies ont souffert dans le dernier trimestre qu'on va voir dans ce prochain écran. Puis les évaluations sont généralement, comme je viens de donner avec Microsoft, sont généralement encore trop élevées. Voilà. Alors, croissance des bénéfices au cours du dernier trimestre pour Microsoft, la meilleure des 4. Alors, Microsoft, ses profits par action ont monté de 3 %, mais ce que je voyais dans les analystes, puis au moment où ça a sorti, la fiche technique du mois d'août de Value Line anticipait encore une croissance de 14 % sur Microsoft. C'est comme si, en tout cas là, ça s'ajuste, là, mais c'est comme si les analystes n'ont pas encore pris les résultats que je vous présente, puis ils les ont mis dans les nouveaux chiffres qui vont sortir. Ça veut dire qu'on pense encore que la situation... C'est comme si on navigue dans un environnement où on pense que les bénéfices vont encore monter de 10, 12, 13 % puis les titres transigent encore cher parce que les profits ont toujours monté. C'est comme si le marché ne s'est pas ajusté au freinage qu'on vient d'avoir cet été. Apple, les bénéfices ont baissé de 10,5, Google, moins 14, Facebook, 32. Donc, ce n'est pas une anomalie juste d'une compagnie. Là, on voit qu'il y a un ralentissement majeur. Fait que ces compagnies-là ont une récession dans leurs affaires. Intel. Olivier m'avait sorti cette compagnie-là juste pour vous montrer à quel point le chiffre d'affaires d'Intel avait chuté. Juste le chiffre d'affaires d'Intel a baissé de 21 % par rapport au trimestre de l'année dernière. Puis la manière que ça s'est traduit, c'est que la compagnie n'a pas fait un profit de 1,25 $, elle a fait une perte d'11 cents. Fait que c'est quand même assez majeur. Là. Alors, l'autre service, les services publics, pipeline, électricité, les pots. Normalement, ce secteur est résilient au contexte économique difficile. On va regarder les résultats tantôt. Les comptes, c'est que le secteur est sensible à la fluctuation des prix des matières premières. Bien, vous avez juste à voir ce qui se passe en Europe, où les prix
les prix des matières ont tellement explosé que les compagnies d'électricité ont été obligées de multiplier par 10 fois la facture d'électricité. Le problème que ça l'amène, c'est que la plupart des Européens sont incapables de payer la facture. Ça veut dire que si les Européens sont incapables de payer leur facture d'électricité, ça veut dire que la compagnie ne reçoit pas l'argent. Ne recevant pas l'argent, elle n'est pas capable de racheter d'autres matières pour fabriquer l'électricité. Fait que là, on arrive dans un goulot d'étranglement que je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Est-ce que les entreprises, à moins comme en Angleterre, qui ont décidé de faire un sauvetage, mais si les entreprises ne sont pas capables de racheter leurs matières, est-ce que c'est possible qu'il y ait moins d'électricité qui soit produite, moins de compagnies, les coûts augmentent encore plus? On est dans un cercle vicieux majeur, là. Et puis là, c'est comme l'exemple d'électricité en Europe, pour moi, c'est l'exemple parfait de la superinflation. Ça veut dire que tu perds complètement le contrôle sur les coûts, puis les gens ne sont pas capables de suivre. Donc, je parlais à un d'entre vous qui est en affaires puis qui avait une usine en Europe. Puis on est rendu intermittence. Une journée, on produit, l'autre journée, on ne produit pas. Si ton entreprise produit à 50 de sa capacité parce que c'est un problème énergétique, ça veut dire que ça va se refléter aussi dans la croissance économique de l'Europe. Le plus grand danger, c'est vraiment le cas d'insolvabilité. Ça veut dire que les consommateurs ne sont plus capables de payer. Regardons deux de nos compagnies. J'ai choisi les deux compagnies de pipeline majeures qu'on a au Canada, voir comment ce qui se passe, parce que là, on voit qu'ils transportent du pétrole. Comment ils s'en sortent là, dans le dernier trimestre? Alors, j'ai la compagnie, le deuxième plus grand joueur en pipeline au Canada, qui est Enbridge. Alors, je voulais vérifier comment on voit que son chiffre d'affaires s'est vraiment apprécié. Le chiffre d'affaires d'Enbridge est apprécié de 20,7 %. Ça veut dire que c'est quand même notable. Il y a une croissance importante. On voit que la hausse du secteur la favorise énormément, mais ce qui est désolant pour elle, c'est que ses charges ont augmenté beaucoup plus que ses revenus. Ça veut dire que tes revenus augmentent de 20 % mais tes charges augmentent de 28 %. Qu'est-ce que ça fait au résultat net? C'est qu'au lieu de faire 69 cents de bénéfices, tu en as fait 22. Quel exemple fantastique de voir un secteur qui, normalement, ne devrait pas être affecté par ce qui se passe, qui finalement, la hausse des coûts est tellement importante, même si tu es dans le meilleur domaine imaginable, tes profits par action fondent du 2/3. Et je veux dire, le marché ne réagit pas trop encore parce que le marché pense que c'est circonstanciel. Peut-être que c'est le cas, mais si on est sur une nouvelle tendance, ça va être vraiment très, très difficile pour ces entreprises-là de maintenir le prix de leurs actions. L'immobilier, j'en parle rapidement. L'immobilier est en train de freiner d'une façon violente aux États-Unis. Donc, selon moi, la correction actuelle sera juste profitable pour les jeunes qui n'ont pas encore acheté une maison. Donc, je trouve que les prix de tout l'immobilier risquent de s'effondrer, puis ça va peut-être permettre aux jeunes couples qui n'ont pas encore une maison et qui rêvent d'avoir un accès à la propriété, de pouvoir s'acheter une maison. Donc, ne désespérez pas, les jeunes qui n'ont pas encore de maison. Vous allez avoir des opportunités extraordinaires pour acheter des maisons parce que le marché est complètement déconnecté de la réalité économique. Donc, le secteur est vulnérable à la hausse des taux d'intérêt actuels, puis il est vulnérable d'une double manière parce que si les compagnies immobilières, c'est des leviers de dette, doivent emprunter beaucoup plus pour leurs hypothèques, payent beaucoup plus cher, bien, ça veut dire que leur bénéfice va descendre d'une façon substantielle. Puis l'autre chose, c'est que lorsque vous êtes capable d'acheter des obligations gouvernementales sans risque à 4,5 % de rendement, c'est moins motivant de dire, bien, je vais rester dans le secteur immobilier qui va me payer 4,5 puis je prends un risque. Donc, je pense que le capital va se mettre à sortir de ce secteur-là. Et l'autre chose, on dit souvent qu'il se trouve à avoir des pénuries de logements. J'ai écouté une entrevue avec un spécialiste américain, puis il disait, il dit un phénomène qui n'existait pas en 2008-2009, qui est vraiment typique là, c'est que l'immobilier a tellement monté d'un coup sec que beaucoup, beaucoup d'Américains, peut-être sûrement la même chose au Canada, mais beaucoup d'Américains ont acheté une résidence, pas nécessairement une résidence de chalet, il y en a qui l'ont fait, mais une autre résidence, soit pour déménager, puis ils ont décidé de garder leur ancienne maison. Puis souvent, bien, ce qu'ils ont fait, ils se retrouvaient avec deux maisons, mais il y en a une des deux qui était vacante. Puis ça veut dire qu'eux autres, ils ne voulaient même pas la louer. Ils n'ont jamais cherché à louer la maison. Ils voulaient juste acheter, attendre un an et demi, puis la revendre avec un profit. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui sont vides en Amérique du Nord. Ça veut dire que quand les gens vont se sentir prêts à la gorge puis décident de revendre ça, mais il va y avoir beaucoup d'espace qui va se libérer pour pouvoir donner accès à du monde de logement. Donc, à mon avis, la pénurie de logements est surévaluée à l'heure actuelle. J'ai décidé de vous présenter l'état des résultats de la plus grosse société immobilière au Canada qui s'appelle Canadian Apartment Property REIT. C'est dans le secteur résidentiel.
Ce qui m'a frappé dans l'état des résultats, on voit que le chiffre d'affaires monte parce que ce que je disais dans l'état des résultats de la compagnie, c'est que le revenu moyen de logement a complètement explosé au Canada. Alors, il y a juste au Québec ici que c'est plus légiféré, mais ici au Canada, ils s'en sont bien sortis. Sauf que dans le dernier trimestre, le comptable doit toujours soit réévaluer le parc immobilier. Est-ce que notre parc immobilier a augmenté, notre parc immobilier a baissé? Un petit peu comme des compagnies d'assurance. On voit que dans le dernier trimestre, sur une compagnie qui avait un parc immobilier de 16 milliards, dans le trimestre, le comptable a décidé de prendre une radiation de valorisation de l'entreprise de 466 millions. Vous allez dire que ce n'est pas une sortie d'argent, mais ce que ça montre, ça veut dire que si l'immobilier se met à descendre pendant un bon bout de temps, des radiations comme ça, on risque d'en voir pas mal. Donc, même si les gens vont dire, ben oui, mais c'est le cash flow qui est important, c'est l'argent qui rentre. Oui, mais je pense que avec tout, comme je vous ai expliqué, le fait que les gens sont prêts à la gorge, puis les loyers vont devoir baisser. Fait que je serais très surpris de voir dans l'immobilier les revenus de cette entreprise-là s'apprécier au cours des prochains mois, prochaines années. Donc, conclusion, est-ce un bon moment pour investir en bourse? Oui, mais dans des secteurs vraiment, vraiment ciblés. Comme je vous ai dit au début de la présentation, je vous parlais des matières premières. Je pense qu'on est dans un contexte qui ressemble énormément aux années 70, avec un ratio de dette beaucoup plus élevé. Donc, les raisons pour lesquelles d'être investi, c'est d'être carrément soit dans un secteur de matières premières, mais surtout dans des secteurs défensifs. Je pense que les gens vont sentir dans ce qui s'en vient, à chaque fois qu'il arrive une crise financière majeure, les gens sentent le besoin d'être investis dans quelque chose qui va les protéger. Puis les métaux précieux, pour le contexte actuel, sont tout indiqués parce que les gens vont sentir le besoin d'aller vers ça pour, se protéger contre l'inflation, la dévaluation monétaire, puis aussi se protéger contre l'insolvabilité du système financier. Donc, c'est une question de temps avant que ce secteur-là débourre complètement. C'est juste que je pense que quand les gens, le bouton, ce secteur-là décolle beaucoup quand il arrive un bouton panique. Là, je pense que les gens sont inquiets, mais ils ne sont pas en mode panique. Quand la panique va embarquer, vous allez sentir vraiment dans le marché financier puis des gestionnaires de portefeuille qui vont vouloir sauver leurs actifs d'aller dans ce secteur-là. Puis comme je disais, bien, je pense que le secteur d'énergie puis de matières premières est à voir avec genre les deux compagnies. Fait que c'est certain que quand on va réintégrer le marché, ça va être vers ces avenues-là pour l'instant. Les autres secteurs, je pense on va pouvoir attendre plusieurs trimestres de mauvais résultats avant de pouvoir réintégrer ces secteurs-là. Même mes secteurs défensifs dans lesquels j'avais investi en 2008, je ne pense pas que c'est encore un bon moment pour investir là-dedans. Donc, c'est mieux d'être encore, surtout pour l'automne qui est là, plus prudent que moins prudent. Alors, écoutez, je vous ai montré un petit peu comment je fonctionnais à regarder des états des résultats. C'est sûr que je vous lance ça en plein visage, mais je voulais quand même que vous preniez le pouls que toutes les conclusions auxquelles je suis arrivé, je n'ai pas lancé ça en l'air. Puis moi, ce qui me frappe, c'est vraiment les résultats des compagnies dans lesquelles j'ai été investi, à quel point ils ne sont pas capables de s'ajuster à ce qui se passe. Donc, si les compagnies dans lesquelles j'ai investi traditionnellement ne sont pas capables de s'ajuster à ce qui se passe, bien, moi, j'ai à m'ajuster. C'est ce que j'ai fait avec vous dans le portefeuille depuis une année. Alors, bien, merci de m'avoir écouté. Je vais passer une période de questions. Donc, Katnaï, s'il y a des questions des gens, je vais les prendre, puis je te laisse prendre le relais. Merci, Pascal. Tu nous as vraiment fait une visite guidée très pertinente et éclairante. Alors, on va maintenant prendre le temps de répondre aux questions des auditeurs. Je vous rappelle que pour poser vos questions, il faut utiliser le petit sigle « questions et réponses » et non pas l'onglet « discussion » parce qu'il semble y avoir un petit bug avec l'onglet « discussion ». Donc, utilisez le « questions et réponses » au bas de votre écran. Si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à votre question, vous pouvez bien sûr en tout temps communiquer avec nous. J'en profite pour vous signaler que le webinaire a été enregistré et donc vous pourrez l'écouter en rediffusion. Si vous pensez que le sujet peut intéresser certaines de vos connaissances, vous pourrez aussi le partager. Vous retrouverez l'enregistrement soit sur notre site web, pascalcharpentier.com, dans la section publications ou encore sur notre page Facebook, Pascal Charpentier Gestionnaire. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner à la page Facebook si ce n'est pas encore fait. Alors, je laisse la parole à Olivier pour la période des questions.
Donc, parfait. Pascal, on va y aller avec la première question. Qu'est-ce que tu penses du secteur du tabac ou, et du cannabis? Est-ce que c'est semblable à Corby, dont tu nous as parlé un peu plus tôt dans l'alcool? Écoute, cannabis, j'ai pas. J'attends de voir des résultats probants là-dedans. Pour répondre à votre question de tabac, j'ai été investi beaucoup là-dedans. Puis ce qui m'a frappé au niveau d'Altria, des compagnies de tabac, ça ressemble beaucoup à Corby, en effet. Ça veut dire que normalement, moi, j'ai toujours pensé que les compagnies de tabac auraient été capables de nous passer leurs augmentations de coûts. Et dans le dernier trimestre, même pour les compagnies de tabac, ça n'a pas été le cas. C'est un peu comme les épiceries, incapables de refiler les augmentations de coûts. Puis ça s'est traduit aussi par une baisse des bénéfices parce qu'eux, leurs charges ont augmenté. Donc, est-ce que les compagnies de tabac pourraient être un bon investissement? J'ai comme l'impression que là-dedans, au lieu d'être investi en compagnie de tabac, il faudrait que je sois le producteur de tabac. Ça veut dire que moi, j'aurais un champ puis je vendrais mon tabac à Altria puis à British American Tobacco. Donc, pour répondre à la question, je vois beaucoup de parallèles entre le tabac et Corby Distillery. Okay. Ensuite, deuxième question. Les fonds obligataires ont aussi baissé en même temps que la bourse standard. Est-ce que c'est le temps d'y investir pour se protéger ou ça peut peut-être continuer aussi pendant la hausse des taux? Ça peut aller dans un bar comme dans l'autre. J'explique, c'est que je vous donne mon appréciation des deux bars. C'est que si quelqu'un investit dans ce secteur-là puis essaye, comme j'écoute beaucoup de personnes, là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va avoir aussi une crise majeure, puis eux autres, ils privilégient d'investir dans des obligations à long terme parce qu'ils se disent quand il arrive une crise majeure, les gens quittent le marché des actions pour aller vers le marché des obligations. La demande en venant forte, bien, ça fait la demande de ces obligations fait monter les prix, baisser les rendements pour faire un gain en capital. Théoriquement, si on reprend l'exemple de 2008 ou d'autres crises, il faut que tu t'investisses ça serait, pour répondre à la question, ça serait la chose à faire. Où je suis moins à l'aise, c'est que la dette mondiale, puis même des Américains, puis nous, est tellement élevée que le marché obligataire est plus capable de s'absorber lui-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus assez d'investisseurs seuls pour tout acheter les obligations. Fait que moi, ma peur, c'est qu'il y ait toujours un danger que le marché obligataire soit victime d'une crise momentanée où tout le monde cherche à s'en débarrasser. Un peu comme le marché des actions. On n'a jamais connu ça, là. Mais pouvez-vous imaginer qu'à un moment donné, tout le monde décide de vendre ses obligations parce qu'ils n'ont plus confiance? Pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver que, à un moment donné, les Japonais, les Arabes, les Chinois disent OK, aujourd'hui, on n'en veut plus de dette américaine, pour la vend. Ce qui va arriver, c'est que je pense que la Fed n'acceptera jamais de laisser tomber ses obligations. Puis elle va se mettre à racheter. Je pense que c'est un scénario qui va arriver. Elle va se mettre à repartir un programme pour soutenir l'achat d'obligations. Ça veut dire que le marché obligataire peut-être ne s'effondrera pas complètement, mais ça va créer une hyperinflation parce que là, on est déjà en inflation avec l'argent qui a été imprimé précédemment. Mais là, si on repart la machine à billets pour imprimer plus, pour soutenir le marché obligataire, mais ça veut dire que là, on va rentrer en superinflation, puis ce n'est pas des obligations à 4 qui vont me protéger contre une inflation à 10 ou 15 Donc, ce que moi j'ai fait, j'en ai acheté des obligations, mais pour ceux qui veulent le faire, ce que j'ai suggéré au monde, c'est d'acheter des obligations, mais à court terme, parce que je me dis, si jamais quelqu'un achète un portefeuille d'obligations à 4, 4,5, puis les taux montaient à 7, puis tu avais une échéance moyenne de 10 ans, mais ce n'est pas long que tu perds 30 de la valeur de ton portefeuille. Donc, je ne serais pas à l'aise, je ne me sens pas à l'aise, assez à l'aise pour suggérer aux gens d'acheter un portefeuille d'obligations à long terme. Donc, tu as répondu à une question qui suivait. Là. Donc, c'est ça, on investit à court terme, puis de toute façon, c'est ce qu'on voit, les taux à 1 an, c'est les mêmes que les taux 5 ans. Jamais vu. Tu peux nous expliquer ça un peu? Oui, c'est comme si, pour la première fois de ma carrière, l'année dernière, quelqu'un qui voulait acheter une obligation municipale 1 an, en tout cas au mois d'août, je me rappelle, là, il y avait un demi de 1 puis là, le rendement est à 4,5 tandis que le rendement sur des 5 ans qui était autour de peut-être 1,20 a monté aussi à 4,5. Ça veut dire que pour la première fois, les taux à court terme puis les taux à long terme se sont ajustés au même taux. Ça veut dire qu'on a des taux flats. Normalement, on avait fait une bande dessinée là-dessus qu'on appelle ça l'inversion de la courbe.
quand les taux à court terme deviennent plus importants que les taux à long terme, comme j'ai vu ça quelques journées cet été, c'est vraiment clairement un indicateur de récession majeure. Ça veut dire que les gens cherchent à se protéger au maximum en achetant des obligations. La pression devient forte de se protéger, puis les gens changent leurs habitudes au niveau des obligations, puis cherchent finalement à capitaliser plus à court terme qu'à long terme sur leurs investissements. Donc, c'est un indicateur que je me dis, le marché obligataire ne marche pas dans le bon sens à l'heure actuelle. Quand on parle de court terme, on parle de 1 an, 5 ans? Court terme, pour moi, c'est moins d'1 an. Là. Tout ce que j'achète comme obligation, c'est tout moins d'1 an. Puis la seule raison, c'est que si jamais arrive le scénario le pire d'obligation, je veux pas avoir à être pris avec une obligation que plus personne ne veut. Là. Donc, 1 an, j'essaie de garder mes échéances courtes. Donc, ce n'est pas d'1 an à 5 ans. Je n'achète pas ça là, en ce moment. Je n'achète pas ça du tout. Puis c'est certain que si vous avez la conviction que le gouvernement va tout faire pour empêcher que les taux montent, puis il va réussir, bien, peut-être vous allez être protégé dans vos obligations, mais quand on y pense, si l'inflation réelle est au-dessus de 10 là, est-ce qu'une obligation en 4 nous protège à long terme? Peut te protéger à court terme, mais ça ne te protégera pas à long terme. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment important de comprendre que si l'inflation réelle est à 10 puis qu'on a un taux d'intérêt à 4 une année, ça va, tu es à moins 6. Mais à long terme, ce qui va arriver, c'est que les gens vont comprendre que leurs obligations ne les protégeront pas du tout, puis qu'à ce moment-là, les gens vont chercher autre chose. Puis là, il manque un petit peu de connaissance du public. Qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger? Quand c'est arrivé dans les années 70, quand il y a eu ce phénomène-là, les gens ont commencé à comprendre, ils disaient, OK, il faut acheter du dur, il faut aller vers des vraies matières qui nous protègent. Tu sais, si tu sais que ton panier d'épicerie ou quelque chose comme ça va te coûter 10 ou 15 ou 20 plus cher, tu n'achèteras pas une obligation du gouvernement, tu vas chercher à acheter quelque chose de dur. Puis historiquement, la matière dure que les gens cherchent à avoir quand il arrive une inflation majeure puis que les taux d'intérêt ne sont pas assez élevés, les premières auxquelles les gens passent, c'est l'or et l'argent. Puis, comme je l'ai expliqué, je ne sais pas si tout le monde ici a lu mon dernier billet. Je pense que pour l'instant, l'or et l'argent ne montent pas pour 2 raisons majeures. C'est que l'or et l'argent ne montent pas parce que, le gouvernement ne veut pas que ça monte. Alors, il utilise des produits dérivés pour essayer de contenir ça. Puis, ça se contient parce qu'il n'y a pas assez de monde qui comprennent qu'ils doivent avoir ça. Mais à un moment donné, moindrement, il y a 1,5 de 1 de la population aux États-Unis qui est sensibilisée à ça et qui cherche à se protéger. Puis historiquement, ce pourcentage-là, dans des périodes normales, est autour de 2. Fait que moi, tout ce que je peux vous dire, si on passe rapidement d'1,5 des gens qui cherchent à se protéger à 1 ou 1,5 ou 2, il n'y aura plus assez d'argent ou les métaux précieux ne seront plus au même prix qu'ils sont là. Fait que c'est vraiment important de comprendre la mécanique au niveau de l'inflation actuelle qu'on a. Parce que quand ça va s'ajuster, en tout cas, peut-être pas au niveau de l'or, mais je suis convaincu qu'au niveau de l'argent, les quantités, ce que je surveille à l'heure actuelle, c'est que les primes pour acheter de l'argent physique dans la rue sont 40 plus chères que le prix en bourse. Il y a une anomalie qui ne s'est jamais vue. Il y a comme anguille sous roche. Là. Ça veut dire que du métal dans la rue, il n'y en a plus assez. Puis je me dis, c'est mieux de le posséder maintenant que d'essayer de l'acheter quand il n'y en aura plus dans la rue. S'il n'y en a plus dans la rue, vous allez devoir l'acheter à celui qui l'a. Celui qui l'a, il l'a acheté pour une raison. Je ne sais pas à quel prix il va décider de le laisser aller. Fait que est-ce que notre investissement dans l'or et l'argent, pour moi, est plus important que jamais? En ce cas, avant de continuer, peux-tu repartir ton vidéo? On dirait que c'est bloqué. Ah, attends une minute. Je suis gelé? Ouais. Une minute. Est-ce que c'est... Bon. Moi, je ne me vois pas. Hein, fait que... Oui, c'est parti. Donc, quand on parle d'or, est-ce que tu as un prix cible d'ici 5 ans? Est-ce que ça va décoller rapidement? Puis ça, je vous donne mon appréciation à moi. Là, puis je pense que l'or va monter, mais l'or ne risque pas de monter aussi vite que l'argent. Tu sais, il y a une différence. Le ratio minier entre l'or et l'argent est à 7 pour 1, puis les différences de prix sont à 92 pour 1. Fait que je me dis, quand il va y avoir, je pense que le premier métal qui va avoir une pénurie qui va faire qu'il va y avoir un assèchement, c'est dans l'argent. Fait que d'après moi, c'est l'argent qui va être la locomotive. Donc, l'or va suivre aussi, mais comme l'or, c'est quand même plus apprécié depuis une vingtaine d'années que l'argent, je me dis, l'or peut s'apprécier beaucoup, puis mettre un prix,
je pense que l'or et l'argent, le prix de ces métaux-là va être inversement proportionnel à la dévaluation monétaire. Fait que si la dévaluation monétaire est modérée, est-ce que l'argent va juste remonter à 50, 100, 150 $ par rapport à là, ou s'il y a une dévaluation monétaire qui est vraiment importante, peut-être ça pourrait être beaucoup plus que ça. Fait que c'est très, très difficile pour moi de vous donner un prix parce que je ne connais pas la dévaluation monétaire. Puis la dévaluation monétaire va être inversement proportionnelle à la perte de confiance dans les devises. Nous, on est dans un monde ici, Canada, États-Unis, où je dirais que c'est l'endroit où la perte de confiance est la moins élevée. Mais si on regarde en Angleterre en ce moment, si on regarde en Europe avec l'euro, si on regarde au Japon, puis d'autres pays encore bien pires comme la Turquie, on peut regarder le Liban ou des pays d'Amérique du Sud comme Venezuela, Argentine, eux autres, la monnaie s'est complètement dévaluée. Fait que l'impression que j'ai, c'est que l'or pourrait monter et l'argent pourrait monter vraiment énormément, mais ça va vraiment dépendre de, comment on pourrait dire, l'effet émotionnel parce que, tu sais, les dollars, les devises qu'on a depuis qu'on s'est séparé de l'étalon or il y a à peu près 55-60 ans, c'est des dollars qui sont appuyés ou les monnaies sont appuyées sur la force économique de ces pays-là, mais notre force économique de 60 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Fait que si la confiance s'effrite avec l'inflation, à un moment donné, va être une bougie d'allumage pour que les gens se disent, écoute, est-ce que ça me protège vraiment de garder mes actifs d'un dollar? Puis peut-être que tout l'argent qui est gardé dans les comptes de banque actuellement, si elle cherche à se protéger, who knows où sera l'or et l'argent. Donc, c'est difficile pour moi, mais je vous dirais que si, je vais partir avec la prémisse de 1980, où l'argent était à 50 $ puis l'or à 800. Si on suivait juste l'inflation réelle, j'avais fait un travail qui montrait que l'argent, pour revenir au seuil où on était pendant la période inflationniste, il faudrait que l'argent monte autour d'entre 225 et 250 $ l'once. On est à 20. Fait que vous pouvez imaginer que si on retourne en dollars constants au prix, au sommet qu'on a eu en 1980, il y a de la place pour monter. Puis peut-être que l'or, ce serait peut-être à ce moment-là 7-8 000. Moi, ce que je pense, c'est que quand il va arriver la pénurie dans l'argent, il va y avoir on va se rapprocher du ratio minier de 10-15 fois. Fait que je ne sais pas, si l'argent monte à 200, est-ce qu'à ce moment-là, l'or sera à 4-5 000 peut-être? Tu sais, je me sens, à vous donner un prix, c'est difficile. La seule chose que je peux vous dire, si vous achetez l'or et l'argent en pensant à un prix et à un gain potentiel, c'est peut-être pas la bonne raison pour laquelle vous devez le faire. On achète l'or et l'argent comme outil pour se protéger contre une dévaluation monétaire qu'on est incapable d'évaluer à l'heure actuelle. On a vu récemment dans les médias que la Banque du Canada prétendait ne pas avoir d'imprimé d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Hey, ça, là, j'ai lu ça, là, puis je me suis dit, hey, c'est incroyable. Parce que quand la Banque du Canada ou la Fed aux États-Unis décide d'acheter des obligations sur le marché, puis achète les obligations à des investisseurs, à ce que je sache, elle le fait avec du vrai argent. Elle ne paye pas avec l'argent Canadian Tire, elle achète des vrais dollars pour acheter les obligations. Mais si elle achète avec des vrais dollars qu'elle n'a pas, bien, ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne à quelque part, fait qu'elle en invente des nouveaux. Fait que moi, dans ma tête, le mot imprimer, qu'elle en crée des nouveaux. Donc, je trouvais que c'était vraiment jouer sur les mots. Moi, à mon avis, la Banque du Canada puis la Fed de vraiment imprimer des nouveaux billets de dollars. Donc, j'ai vu cet article-là, puis ça m'a fait vraiment rire parce que c'était vraiment jouer sur les mots. Okay. Ils parlent de continuer de monter les taux d'intérêt. Penses-tu que l'inflation pourrait rester à 10 % dans ce cas-là ou continuer de monter? Ce que je pense, c'est que dans les chiffres d'inflation, tout ce qui est bien, là, les loyers, les prix de l'immobilier, ça va descendre, ça va s'écrouler. Fait que ça va, dans le calcul inflationniste, ça va baisser. Mais je pense que tout ce qui est matière de première nécessité, nourriture, puis bien énergétique, ça va exploser. Fait que moi, je pense que l'inflation va rester forte. Mais la Fed ou la Banque du Canada va devoir abdiquer quand ils vont arriver à 5, 6, parce qu'à partir de ce moment-là, le taux de dette des individus et des gouvernements est tellement élevé, ils ne pourront pas monter à ces niveaux, plus que ces niveaux-là. Le gouvernement va être insolvable. Fait que là, en fait, là, je vous annonce quelque chose. Selon moi, on ne sera pas capable de combattre l'inflation comme on a réussi en 1980. C'est une bataille perdue. C'est comme si on n'a pas l'armée pour pouvoir battre ça. Mais on nous fait croire qu'on est capable de se défendre. Donc, la question, c'est juste de gagner du temps. Puis quand le monde va réaliser ce que je vous dis, que le combat de l'inflation, ça ne marchera pas,
il va y avoir un sauve qui peut sur ce que je vous ai parlé tantôt. Puis quand ça va arriver, si vous ne l'avez pas, bien, vous allez passer à côté. OK, ensuite, une autre question. Investir dans le lithium, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on privilégie investir dans des compagnies de voitures électriques? Ça, je ne ferais pas ça. Les compagnies de voitures électriques, je pense ça va être très difficile parce qu'il n'y a pas la matière. Mais c'est intéressant. J'aimerais mieux investir dans le lithium qu'une compagnie électrique. OK? Parce que je pense que la matière première, pour pouvoir faire tout ce virage électrique-là, ça prend une matière première, puis on ne l'a pas faite. Ça veut dire que je me dis, est-ce que c'est un bon investissement d'investir dans ces compagnies-là? Pour moi, non. Puis l'autre chose, c'est qu'à court terme, que ce soit le lithium ou le cuivre qui embarque ou le cobalt qui embarque beaucoup dans les voitures puis qui sont en manque, même s'il y a une pénurie sur ces métaux-là, à court terme, ils vont être associés à des métaux industriels. Fait que d'après moi, ça ne sera pas comme l'or et l'argent qui sont vus comme des métaux défensifs. J'ai comme l'impression que c'est pas. Je pense qu'éventuellement, investir dans le cuivre et le lithium, ça va être extraordinaire, mais pas au milieu d'une récession ou une dépression majeure. OK. Dollar US versus dollar canadien, lequel pourrait être le meilleur? Est-ce que ce serait lui qui augmente ses taux le plus rapidement ou celui qui a la moins grande inflation? Je pense que les taux, mais les deux suivent. Puis je pense que les deux ont les mêmes faiblesses. Je te dirais que ce qui aurait pu avantager le Canada, si on avait exploité nos ressources comme les Russes, honnêtement, là, si vraiment on avait été de l'avant à devenir un pays de matières premières comme on l'a déjà été, je pense que le dollar serait déjà à parité, là. Je pense que si vraiment on était un pays qui avait mis en valeur ses matières premières, le dollar canadien aurait été très fort. Mais je pense qu'à court terme, on ne sera pas capable de le mettre en valeur. Il y a eu sous-investissement là-dedans. Fait que moi, à mon avis, ces deux devises-là par rapport à peut-être le rouble russe ou l'or directement, ils ne tiendront pas le coup, là. Je pense. Puis, tu sais, il faut comprendre que tout le système des devises papier date de Bretton Woods en 1944, où les Américains avaient le gros des réserves d'or, avaient 60% des réserves d'or. Puis, ils ont imposé, après la Deuxième Guerre mondiale, comme c'était les vainqueurs, ils ont imposé à la planète que toutes les devises mondiales seraient rattachées au dollar américain. Ça veut dire que si éventuellement le dollar américain perd de la force au niveau de la dévaluation monétaire, notre dollar va suivre il va suivre le dollar américain. Moi, je trouve que toutes les devises, on regarde l'euro, on regarde le yen, toutes ces devises-là, je dirais, fiat, ils flottent toutes ensemble, ils sont toutes à peu près équivalentes. Fait que c'est certain que nous, on dit, notre devise est-tu forte, c'est un bon dollar, on l'évalue par rapport à un autre. C'est comme si tous des joueurs faibles s'évaluent entre eux autres, puis finalement, je ne suis pas si pire. Mais tu sais, on a tous la même maladie, là, puis ils vont tous souffrir du même déclin, selon moi. Donc, pour répondre à ta question, si je ne pouvais pas investir dans des matières refuges, c'est sûr que je serais plus à l'aise avec des dollars canadiens que des dollars américains, mais je veux dire, reste que quand tout ça va lâcher, je pense que les deux vont être pénalisés. Ensuite, je ne sais pas si on a le droit de répondre à cette question-là parce que ce serait comme donner des conseils, là, mais Oui, on va peut-être demander à la personne qu'elle m'appelle personnellement. OK. Ça, c'était pour le pourcentage d'encaisse à garder. C'est toujours bon d'avoir un peu d'encaisse, mais on ne peut pas répondre à ça directement. Oui, exactement. Non, mais tu diras à la personne qu'elle m'appelle demain, puis on va poursuivre la question. Comme ça fait déjà 1h16, puis je pense qu'on a fait quand même un tour d'horizon. Sachez qu'en n'importe quel temps, si vous avez des questions dans la présentation, je suis quand même allé très vite. N'hésitez pas à m'appeler personnellement. Vraiment, ça va me faire plaisir. Puis je suis toujours disponible pour avoir des échanges sur d'autres questions. Alors vraiment, merci pour les questions. Merci de votre écoute. Puis je vous souhaite une bonne soirée.